Comment? Ouais. Eh bien voilà. Merci d'être là pour cette deuxième table ronde dont le thème est Inégalité contre égalité, une passion française. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous, j'avais préparé une palanquée de citations, j'ai tout oublié à Paris, donc je vais vous en faire grâce. Je vais commencer d'abord par vous présenter nos intervenants. Donc vous venez de voir Jean-Paul Delevoye, qui est président du Conseil économique et social, je ne me trompe pas, et environnemental, pardon, et qui a été médiateur, il a été également médiateur de la République. Hein. Bon, alors je vais commencer par vous, Patrick Vivray, vous êtes économiste et philosophe, si je ne m'abuse, c'est ça? Je suis économiste citoyen, Micro. si je puis dire. Économiste citoyen. Hein, par du fait de tout le travail que j'ai fait à la Cour des comptes sur une autre approche de la richesse. Vous êtes membre de la Cour des comptes et vous avez été l'auteur de ce rapport en 2002, pardon, excusez-moi, je ne me rappelle plus du titre. Donc vous allez... Qui s'appelle Reconsidérer la richesse. D'accord. Voilà. Mais je ne suis pas économiste académique. D'accord. Mais, économiste citoyen, c'est très bien. Voilà. Ensuite, je ne présente plus, mais je vais quand même le présenter, Pierre-Henri Tavoyot, qui est professeur de philosophie à la Sorbonne et un des piliers des rencontres. Quel est le titre de ton dernier livre, Pierre-Henri? Le dernier paru, c'est avec Laurent Bazin, Tous parano. Pourquoi nous aimons-t-on les complots? Voilà. Et le prochain? Le prochain, ça va s'appeler Almanach pour le sens de la vie. Voilà. Petit almanach. Quel programme. Bon. Et je me tourne vers vous, Monique Cantos-Perber. Vous êtes également philosophe et vous dirigez depuis combien de temps vous dirigez l'école normale supérieure d'une Je l'ai dirigée pendant 6 ans, mais je ne la dirige plus depuis quelques mois. Ah bah pour moi, vous y êtes toujours. Voilà, excusez-moi. Mais d'une certaine façon, vous avez raison. D'accord. Car maintenant, je m'occupe d'une nouvelle université de recherche qui a été formée en rassemblant différentes institutions françaises, dont l'École normale supérieure, et qui s'appelle Paris Sciences et Lettres. Paris Sciences et Lettres. D'accord. Et qui est particulièrement axé sur les sciences humaines, la philosophie, les lettres, ou qui est... Non, est à la fois qui est pluridisciplinaire, une grosse partie scientifique, une importante partie littéraire, sciences sociales, et aussi une partie artistique importante, puisque les principales écoles de création artistique en font partie. D'accord. Eh bien, donc je vais quand même vous infliger, mais vraiment de façon décousue, puisque je vous dis, j'ai oublié mes notes à Paris, quelques remarques un peu en vrac, en réfléchissant en fait à ce thème qui nous occupe d'ailleurs très souvent dans nos discussions, qui nous a occupé beaucoup pendant la campagne électorale. Je me suis dit, dans le fond, intuitivement, avant de passer à une approche un peu plus savante, intuitivement, j'aurais deux intuitions contradictoires à ce sujet. La première, je veux dire, nous sommes des hommes des sociétés démocratiques et intuitivement, nous pensons comme égaux. Voilà, nous pensons comme oui, des libres et égaux même, mais comme égaux les uns aux autres. Et en même temps, tout aussi intuitivement, nous nous rendons bien compte et nous savons bien que nous ne sommes pas du tout, en fait, évidemment, non seulement nous ne sommes pas semblables, ça, c'est certainement très heureux, mais nous sommes aussi inégaux en talent, en richesse, en capacité, et il faut bien nous débrouiller avec ça, d'autant plus que, dans le fond, aujourd'hui, l'égalité d'abord, plus personne ne discute, ou je ne crois pas, ou très peu de gens discutent l'idée que l'égalité serait un bien vers lequel il faudrait tendre, et c'est presque devenu un synonyme de justice. Voilà. Et ça, peut-être, il faudra quand même, il faudra peut-être pas le prendre comme une donnée, et peut-être aussi en discuter. Et il semble quand même qu'il y ait une spécificité française de ce point de vue-là. Je ne sais pas si on pourra en parler de façon très précise, mais on a quand même on a un peu l'impression que la France est un pays où on est, non pas le pays le plus égalitaire du monde, ça je ne le crois pas, mais un pays où on est très, très sensible à cette question. Alors est-ce que ça nous vient de Rousseau? Je me rappelle dans le discours sur l'inégalité entre les hommes. Hein.
le discours sur l'origine de l'inégalité entre les hommes, dans le fond, pour Rousseau, l'inégalité, c'est le mal absolu, c'est la source du mal. C'est pas seulement, c'est vraiment, me semble-t-il, quelque chose d'assez profond, et peut-être qu'il nous en reste quelque chose. Mais je suppose que le titre de cette table ronde était quand même une référence à Tocqueville. Alors celle-là, je l'ai retrouvée, j'ai été la chercher sur Internet. C'est dans La démocratie en Amérique, tout le monde connaît, a étudié ce passage. Et je vous en livre juste quelques lignes. C'est la première et la plus vive des passions que cette égalité des conditions fait naître, c'est l'amour de l'égalité, dit Tocqueville. Donc l'égalité des conditions, c'est le mouvement des sociétés démocratiques, c'est un mouvement de longue durée, même si je crois que Patrick Vivray va contester qu'on irait vers plus. Jean-Paul Delevoye a donné des chiffres, je ne sais pas comment il faut les prendre, mais il me semble quand même que sur la longue durée, le mouvement vers le mouvement des sociétés démocratiques tend effectivement vers cette égalité des conditions. Je finis avec Tocqueville, il dit « On ne s'étonnera donc pas que j'en parle avant toutes les autres. Chacun a remarqué, dit-il, que de notre temps, et spécialement en France, cette passion de l'égalité prenait chaque jour une place plus grande dans le cœur humain. » Alors, est-ce que c'est toujours aussi vrai? Est-ce que c'est une spécificité française? Et est-ce que dans le fond, ça doit être le but des sociétés d'aller vers plus d'égalité? Eh bien, pour commencer, je vais peut-être me tourner vers vous, Monique Cantos-Perber, si ça ne vous ennuie pas. Hein. Je suis tout à fait prête à changer mon fusil d'épaule si vous préférez ne pas intervenir tout de suite. Comment? Ça ne vous dérange pas? Alors, très bien. Mais il faut prendre votre micro, s'il vous plaît. C'est un peu de définir ce qu'évoque pour vous cette problématique. Est-ce qu'il faut partir du fait que l'égalité c'est le bien et donc que l'inégalité serait le mal qu'il nous faut combattre? Est-ce que, alors peut-être il ne faut pas tout nous dire d'un coup, mais est-ce que ce mouvement de l'égalité, est-ce que ce mouvement que Tocqueville définissait vers l'égalité des conditions, est-ce que, comme Jean-Paul Delevoye semblait le dire, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui il est battu en brèche? Voilà, est-ce que... Alors, vous avez remarqué que lorsque nous parlons de l'égalité, nous sommes très vite assez embarrassés, pour être précis. Parce qu'évidemment, se pose une question que nous allons rencontrer à chaque instant de notre discussion, mais une égalité de quoi au juste? Et là, les choses deviennent infiniment plus compliquées. Ça peut être une égalité de ressources, une égalité de revenus, une égalité de capacité d'agir. Donc tout ça, ce sont des choses qui font véritablement partie de la projection de l'être humain et de sa puissance d'action dans le monde. Mais il peut s'agir également d'égalité beaucoup plus formelle. Égalité devant la loi, égalité devant, en effet, l'appareil des droits, c'est la même chose que l'égalité devant la loi, égalité en termes de liberté publique. Et là, le sens d'égalité est déjà, vous le voyez, un petit peu différent. Ou bien il peut s'agir d'égalité qui se rapporterait à des capacités naturelles, la force physique, l'intelligence, la capacité de séduire et différents talents. Et en fait, nous sommes très vite déconcertés lorsque nous essayons de proposer une définition ou une caractéristique qui pourrait être précise de ce qu'est l'égalité. Alors que faisons-nous? Eh bien, nous nous mettons à parler des inégalités. Et c'est d'une certaine manière inévitable. Alors, les inégalités, nous en voyons tout autour de nous et elles ne nous laissent absolument pas indifférents. Et sans doute, dans le monde d'aujourd'hui, leur présence est d'autant plus choquante, d'autant plus scandaleuse, d'autant plus inadmissible que nous vivons dans des régimes démocratiques, du moins dans nos pays développés, et dans des régimes où on nous dit que chaque individu, où qu'il soit né, quel que soit son milieu d'origine, quelle que soit son appartenance, a au fond une véritable possibilité de circuler dans la société, une véritable possibilité, s'il le souhaite, de se doter de fortes capacités d'agir. Il suffit d'observer la situation actuelle, et pour ce qui me concerne, je ne cesse de la considérer dans un domaine qui est tout de même un domaine tout à fait essentiel en matière d'avenir des personnes, qui est le domaine de l'éducation. Il est impossible de ne pas constater que cet espoir que nous avons eu, qui parfois a été réel en France, d'ouvrir tous les possibles
à des enfants, quel que soit le lieu et la condition où ils sont nés, eh bien cet espoir est aujourd'hui une illusion. Nous avons affaire à une ségrégation scolaire et en termes d'éducation qui est tout à fait inquiétante. Donc l'éducation, nous la voyons. L'inégalité en termes d'éducation, nous la voyons. Elle est particulièrement choquante. Mais nous la voyons aussi par rapport aux capacités d'agir des individus. Certains individus sont, en raison du milieu où ils sont nés, où ils évoluent, privés d'une capacité de se projeter ou de penser à quoi ils pourraient avoir recours pour se doter de meilleures forces. Nous le voyons également en termes de travail. Certains individus terminent leur vie professionnelle complètement usés, brisés. D'autres, au contraire, vont continuer pour plusieurs dizaines d'années de vie avec de toute autre perspective. Donc ces inégalités sont très choquantes. Maintenant, je vais vous parler d'inégalité de quoi? Vous voyez à quel point, ou d'égalité de quoi, à quel point il est difficile de ramener toute cette palette d'inégalités qui nous donne un sentiment très fort que quelque chose ne va pas fondamentalement avec nos sociétés, à une conception stricte de l'égalité que nous devrions promouvoir. D'une certaine façon, ce problème n'est pas nouveau. Vous savez, il a été rencontré depuis les débuts de la démocratie, depuis la Grèce ancienne, où on est passé, il y a de cela fort longtemps, c'était 6 siècles avant l'ère chrétienne, on est passé d'une conception de l'égalité au moment des grandes réformes démocratiques à Athènes, on est passé d'une conception de l'égalité qui était au fond une conception assez formelle. On prenait les tribus, on les divisait par 10, on prenait les temps d'exercice du pouvoir politique, on les divisait par 10, on prenait les espaces politiques, on les divisait par 10, et tout ça tournait dans une sorte d'extraordinaire alternance, de rotation, qui était au fond une équivalence formelle de l'égalité devant la loi, de l'égalité en termes d'accès au pouvoir politique et de représentation politique. Ça n'a pas duré très longtemps, et très vite, un autre modèle d'égalité s'est imposé, qui était beaucoup plus une égalité en termes de conditions de départ, et plus du tout en termes de capacité d'exercice concret de la vie politique. J'ajoute également que cet extraordinaire laboratoire expérimental de l'égalité, qui a déjà été mené il y a fort longtemps, se faisait dans un tout petit cercle, alors qu'une grande partie de la population, les métèques, les non-citoyens, les femmes bien sûr, étaient exclus du vivier de ceux qui pouvaient en profiter. Donc cette question est extrêmement ancienne, et il est vrai qu'elle nous amène tout de suite à nous interroger sur la question de savoir s'il n'y a pas une ambiguïté fondamentale dans le terme d'égalité. Parce que soit l'égalité se comprend au sens distributif, on donne de manière égale un certain nombre de ressources à des individus, alors égalité devant la loi, capacité d'agir, capacité d'accéder à une éducation, etc. Ou bien alors, et c'est tout autre chose, on interprète l'égalité de façon relationnelle, où il ne s'agit plus d'être égal devant quelque chose, ou égal devant ce que un tiers, en général un État-providence, nous donne, mais où il s'agit d'être égal à son voisin, ou égal à tous ceux qu'on trouve autour de soi, égal à ceux qui ont plus d'éducation ou moins d'éducation, égal à ceux qui ont plus d'argent ou moins d'argent. Et là, l'égalité prend quand même un tout autre sens. Ce n'est plus ce qui caractérise une capacité distributive ou redistributive d'une société qui se veut juste, mais c'est une relation entre les individus. Et là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus difficile à contrôler, et extrêmement difficile à définir, et de très problématique, où en effet toutes les passions peuvent s'engouffrer. C'est pourquoi le titre qui a été donné à notre discussion, Égalité, inégalité, une passion française, d'une certaine manière, est assez bien trouvé. Pourquoi toutes les passions peuvent s'engouffrer? Parce que dès qu'on se compare à autrui, vous savez que les passions humaines se déchaînent, et tous les sentiments y passent. L'admiration, bien sûr, et le respect, cela va de soi, mais aussi l'envie et le ressentiment. Donc, face à ce complexe émotionnel, on ne peut que s'interroger sur le concept d'égalité. Lorsqu'on parle de politique de nivellement, de politique égalisatrice, c'est à cette conception de l'égalité qu'on se réfère. Vous avez cité Tocqueville tout à l'heure, Elisabeth, mais que n'avez-vous cité ces autres formules tout à fait remarquables aussi de la deuxième partie de la démocratie en Amérique? Mais les hommes ne se fonderont jamais
sur une égalité qui leur suffise. Donc d'une certaine façon, la règle d'emportement, la règle de radicalisation est inévitablement inscrite dans la passion d'égalité et même dans un certain désir d'égalité. Alors vous m'avez recommandé de ne pas tout dire dès le début, je ne le ferai pas. Oui, c'est quand même... Mais je reviendrai évidemment sur certains des points que j'ai évoqués. Évidemment, et je pense aussi à la formule, parce que évidemment, je voulais arriver un peu plus tard à cette question qui lie l'égalité et le ressentiment, hein, que Nietzsche le fait aussi, et je pensais à cette formule de Stendhal qui parlait de l'envie, la jalousie et la haine impuissante, qui se cachent aussi parfois derrière cette passion française de l'égalité. Mais je me tourne vers vous, Patrick Vivray, peut-être à la fois pour un bref commentaire de ce que nous a dit Jean-Paul Delevoye, et aussi pour nous dire, vous, à quelle conception de l'égalité vous avez envie de vous attacher, dans celle qu'a définie Monique Cantos-Perber, et votre sentiment, mais peut-être pas tout en même temps non plus, votre sentiment sur le fait que est-ce que nos sociétés sont en train de progresser sur la voie d'une égalité réelle, voilà. Alors, d'abord, si on commente ce que Jean-Paul Delevoye vient de nous dire, les chiffres qu'il a donnés sont des chiffres tout à fait incontestables. Et ce n'est pas simplement des chiffres français, c'est-à-dire il est clair que depuis les années 80, le mouvement vers plus d'égalité, qui avait notamment caractérisé les 30 années d'après-guerre, s'est inversé sous l'effet des politiques de dérégulation. Et c'est vrai pour la France, mais c'est vrai également à l'échelle mondiale. Donc y compris par rapport à votre dernière question, dans la période récente, celle en tout cas qui date depuis les années 80, nous n'allons plus vers une réduction des inégalités, mais nous retrouvons un mouvement d'aggravation des inégalités. Et le récent rapport du Secours catholique, qui n'est pas spécialement une organisation gauchiste alternative, le met clairement en évidence. Et ça, ce n'est pas simplement un problème français, c'est un problème mondial. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense qu'on pourrait modifier le titre de cette table ronde en disant que ça va devenir une passion mondiale, la question de la mise en cause des inégalités. Parce que si vous prenez un des problèmes majeurs de la fameuse crise que nous traversons, qui est la question de l'endettement, elle est directement liée aux inégalités. Quand vous regardez par exemple la courbe de l'endettement américain, qui est un endettement privé avant d'être un endettement public, il est directement lié aux politiques mises en œuvre par Ronald Reagan au moment de son élection. Hein, je rappelle ce qu'a fait Ronald Reagan. D'un côté, il a baissé les impôts, de l'autre côté, il a augmenté les dépenses militaires. Donc du coup, l'effet de ciseaux que ça provoquait avait pour conséquence immédiate de réduire les revenus des populations les plus modestes et des classes moyennes. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit, vous allez pouvoir compenser cette stagnation ou cette baisse de revenus par un accès facile au crédit. Et l'explosion du crédit et de la dette privée, on la voit clairement sur le plan statistique. C'est à partir des années 80 qu'on voit un gonflement considérable de la dette privée américaine. Cette dette privée, elle est arrivée à une situation de démesure et d'explosion telle, parce qu'en par ailleurs, elle n'était pas régulée, qu'il y a un moment donné où l'explosion même de la dette privée a entraîné l'appel au sauvetage public, et c'est seulement à partir de ce moment-là que la question de l'endettement public apparaît. Mais il apparaît comme conséquence d'un endettement privé qui lui-même est la conséquence du creusement des inégalités. Et si je prends le cas français, à l'époque où j'étais à la Cour des comptes, il y a un travail qu'on avait fait qui avait été repris par Gilles Carrez, rapporteur UMP, qui lui aussi n'est pas considéré comme un gauchiste alternatif, qui faisait apparaître que sur 10 ans, on avait eu 100 milliards de baisse d'impôts et d'exonération sociale. Pour les catégories les plus aisées, c'était un double bénéfice, puisqu'elles payaient moins d'impôts, moins de cotisations sociales, elles avaient un supplément de revenus
comme elles n'étaient pas en situation de nécessiter ce supplément de revenus, elles pouvaient l'épargner, le prêter, et le prêter y compris à des États, d'où le phénomène de l'endettement public. Donc double bénéfice pour les catégories les plus aisées et double peine pour les catégories les plus modestes, puisque évidemment elles recevaient moins en services sociaux, en services publics, puisqu'il y avait moins de revenus de transfert, et elles sont priées aujourd'hui, au nom de la fameuse crise, de contribuer via des programmes d'austérité à la résolution de cette crise. Ça veut dire une chose tout à fait fondamentale, c'est que l'essentiel de ce qu'on appelle la dette financière est en réalité de la dette sociale inversée. Il y a eu 40 000 milliards de dollars qui ont été transférés des revenus du travail vers les revenus du travail. 10% du PIB. C'est tout à fait considérable. Oui, du revenu du travail vers les revenus du capital. Ceci veut dire que ce qu'on devrait normalement aujourd'hui aux classes moyennes et aux populations les plus modestes, par le biais de ce mécanisme que je viens de décrire, et c'est vrai à l'échelle internationale comme à l'échelle française, nous le devons maintenant à des catégories qui sont déjà très au-delà du surplus. Et donc, c'est la raison pour laquelle Jean-Paul Delevoye a raison de dire dans son analyse que si nous continuons sur ces bases, c'est le pacte démocratique lui-même qui est en cause. Parce que, évidemment, comme ces inégalités ne peuvent pas être justifiées par du mérite, par de l'effort, par du travail, en tout cas pas du tout dans ces proportions-là. C'est Henry Ford qui lui aussi n'était pas spécialement considéré comme un alternatif, qui considérait qu'une entreprise commençait à être en danger quand le revenu de son PDG excédait de plus de 20 fois le salaire de base de l'entreprise. Et JP Morgan, créateur de la banque du même nom, faisait à peu près la même analyse. Donc quand on va vers, et Orwell aussi, ça n'est pas par hasard si le creusement des inégalités est à terme une mise en cause non seulement des classes moyennes, mais du processus de la démocratie elle-même et à terme du processus de la paix elle-même. C'est-à-dire nous sommes paradoxalement dans ce qu'on pourrait appeler une situation marxienne inversée. C'est-à-dire que les victimes des catégories dominantes ont pour l'essentiel renoncé à la référence marxiste. Les années 70, qui étaient au top niveau du marxisme comme idéologie, quand on regarde rétrospectivement, on voit bien que la critique marxiste portait à faux. Nous étions beaucoup plus dans des économies mixtes, dans des économies sociales de marché régulées que dans du capitalisme au sens strict du terme. Mais c'est aujourd'hui que l'analyse marxiste est infiniment plus justifiée qu'elle ne l'est dans les années 70, alors même qu'elle a disparu de référents idéologiques principaux, mais paradoxalement, là où on retrouve ce marxisme inversé, c'est du côté des puissants et des riches. Quand Warren Buffett, l'une des plus grandes fortunes mondiales, dit textuellement ceci: la lutte de classe existe, il précise même la guerre de classe existe. Elle est menée par ma classe, la classe des riches, qui est en train de la gagner. À ce moment-là, on a des riches et des puissants qui sont en train de reprendre la part la pire de la lecture marxiste, c'est-à-dire l'idée d'une lutte de classe accoucheuse d'un sens de l'histoire, mais d'un sens de l'histoire inversé, parce que dans leur logique à eux, le sens de l'histoire, c'est celui de la globalisation financière. Et tous ceux qui s'opposent à ce sens de l'histoire, qui vont appeler archaïsme, corporatisme, etc., va être mis en cause grâce à cette guerre de classe qui est menée. Et cette espèce de bolchevisme inversé des classes dirigeantes est en train de produire les mêmes effets meurtriers que l'ancien bolchevisme, parce que quand on est dans la casse... Là, vous parlez à l'échelle mondiale ou... Je parle à l'échelle mondiale, parce que je cite là Warren Buffett, mais l'étude tout à fait passionnante de François Bourguignon, qui met en évidence que les inégalités entre pays se réduisent, mais les inégalités entre
catégorie et classe sociale, elle s'aggrave. Vous pouvez trouver effectivement des ultra-riches, Monsieur Mittal, etc., en Inde ou en Chine, et vous allez trouver, en quête du secours catholique, de la très grande pauvreté au cœur même des États-Unis ou de l'Europe. Donc la question est bien mondiale, et c'est la raison pour laquelle les enjeux de la démocratie et de la paix sont liés à ce problème majeur du creusement des inégalités. Alors juste pour terminer, ça ne remet pas en cause ce que vous dites ou ce que Monique Cantos-Perber évoque très justement sur l'ambivalence de l'égalité, puisque vous pouvez avoir une égalité de compétition qui est à ce moment-là dirigée par l'envie et le ressentiment, et puis une égalité de solidarité qui est au contraire dirigée par ce qu'on pourrait appeler à ce moment-là, avant même la passion française, ce qu'on pourrait appeler la passion chrétienne. Parce que le premier mouvement de renversement, il vient de l'ordre du religieux. C'est à partir du moment où, du point de vue religieux, il est dit que tous les hommes sont frères, donc dans un rapport d'égalité dans leur rapport à Dieu. Ça a été ça, le premier grand renversement, qui a été un renversement théologique avant de devenir un renversement politique. Donc c'est vrai que si on prend la passion de l'égalité, y compris dans ses effets pervers de nivellement, d'égalitarisme, on peut repérer qu'il y a une forme dangereuse de la passion de l'égalité, qui est l'égalité de compétition. Mais franchement, aujourd'hui, si nous sommes bien devant un problème concret, et qui n'est pas simplement un problème français, qui est un problème européen et qui est un problème mondial, c'est cette question-là. Et puisque Monique donnait des citations tout à fait passionnantes, je voudrais juste redonner une autre citation de Stuart Mill. Vous voyez, là aussi, je ne prends pas particulièrement du côté des économistes. Citer les gauchistes un peu. Non, mais il n'y a pas besoin de citer les gauchistes. On est dans une telle situation où il suffirait d'être démocrate, républicain, pour simplement dire que nous allons vers des situations catastrophiques si on continue dans cette direction. Donc Stuart Mill disait ceci à propos de l'obsession compétitive, qui est directement en rapport avec la justification du mouvement de l'inégalité. J'avoue, disait-il, que je ne suis pas enchanté de l'idéal de vie que nous présentent ceux qui croient que l'état normal de l'homme est de lutter sans fin pour se tirer d'affaire, que cette mêlée où l'on se foule aux pieds, où l'on se coudoie, où l'on s'écrase, où l'on se marche sur les talons et qui est le type de la société actuelle, soit la destinée la plus désirable pour l'humanité. C'est vrai dans le domaine économique, c'est vrai dans le domaine politique, c'est-à-dire quand l'avidité et la rivalité deviennent les maîtres mots des passions économiques ou des passions politiques, eh bien, on aboutit in fine à des situations de quasi-explosion, de quasi-chaos, et d'une certaine façon, l'actualité récente sur le plan politique est en train de nous donner une illustration de ce que le couple avidité-rivalité peut produire à cet égard. Merci. Peut-être il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent et peut-être à un moment il faudra nous expliquer si vraiment, parce qu'on a tous un sentiment d'injustice terrible quand on a vu toutes sortes d'abus ces dernières années qui provoquent évidemment un sentiment d'injustice. Il reste quand même à démontrer qu'il suffirait d'appauvrir les pauvres, d'appauvrir les riches pour enrichir les pauvres. Mais peut-être... Pierre-Henri va nous donner un autre son de cloche, en fait. Essayer de complexifier peut-être encore un peu la chose. Donc, je suis désolé. Nous voilà déjà... Parce que, voilà, il y a en fait deux niveaux sur les inégalités. Il y a le niveau des inégalités objectives qui est en vérité extrêmement difficile à pointer. Monique l'a indiqué tout à l'heure. L'égalité de quoi? Et puis, il y a ce qu'on peut appeler les représentations des inégalités. Il y a un deuxième problème... Le sentiment d'inégalité, je vais en reparler dans un instant. Il y a un deuxième problème qui est le problème du rapport entre effectivement pauvreté et inégalité. Parce qu'on pourrait très bien considérer, c'est la thèse notamment de John Rawls par exemple, le grand philosophe du droit, qui consiste à dire finalement les inégalités en tant que telles ne sont pas un problème, à condition qu'elles profitent aux plus défavorisés, ce qu'on appelle le principe du maximin. À la limite que les inégalités s'accroissent
tant pis ou tant mieux, pourvu que, d'une certaine manière, les plus défavorisés s'en trouvent justement dans une situation meilleure. Alors, je ne comprends pas d'un point de vue logique comment c'est possible. Eh ben, se dire, par exemple, voilà, je te propose un deal, je te propose un business, moi je vais gagner 10 fois plus et toi tu vas gagner 2 fois plus. Notre inégalité va augmenter, mais toi tu vas en profiter. D'accord, c'est possible en période de croissance donc. C'est possible dans une période de croissance, c'est possible, mais on peut se demander d'une certaine façon si le dispositif de l'émergence des pays émergents est un dispositif qui n'est pas de cet ordre-là. Là aussi, faisons un petit scénario fiction. Certes, on dit que la France va exploser, que le contrat social est en miettes, que la pauvreté est terrible, mais faisons revenir à la vie Victor Hugo aujourd'hui. Et regarde la situation française. Évidemment, il considère que nous vivons dans une vie absolument extraordinaire. Il n'y a plus de travail des enfants, et donc la misère a quasiment disparu. Et donc on est dans une situation, de ce point de vue-là, éminemment favorable. À la limite, dirait Victor Hugo, peu importe que les inégalités soient plus fortes, ce qui importe, c'est effectivement pas le problème des riches, c'est le problème qu'il y ait des pauvres. Mais pour bien comprendre ce point, je pense qu'il faut revenir sur ce que dit Tocqueville, parce que quand on fait un cours sur Tocqueville, on dit voilà, légalisation des conditions aux étudiants, et évidemment, l'objection arrive toujours, tout de suite. Est-ce que la démocratisation, c'est l'égalisation des conditions? Les étudiants se disent, mais attendez, vous délirez complètement. Regardez dans l'Ancien Régime, vous prenez le seigneur du château, et puis vous prenez le pauvre serf. Franchement, en termes de conditions, c'est assez proche. Le seigneur du château, il meurt de froid l'hiver, les conditions de vie sont assez similaires. Et puis aujourd'hui, on est soi-disant dans un monde d'égalité. Prenez l'homme le plus riche du monde, sultan du Brunei. Prenez l'homme le plus pauvre du monde, probablement une femme d'ailleurs, en Afrique. L'écart est absolument hallucinant. Et donc on se dit, mais Tocqueville n'a rien compris. Et comment peut-il parler de légalisation des conditions? C'est là où il faut comprendre Tocqueville. Ce que dit Tocqueville, ce n'est pas que les conditions réelles ont changé, c'est que le regard a changé. Dans les sociétés d'Ancien Régime, dans les sociétés d'Ancien Régime, on perçoit l'autre comme un tout autre. C'est pour ça qu'on ne voit pas les inégalités, elles sont inscrites dans la nature. Le noble est un noble, le paysan est un paysan. Il n'y a pas d'inégalité, c'est deux humanités différentes, dit Tocqueville. Donc il n'y a pas d'inégalité, c'est deux divisions totalement différentes. L'égalisation des conditions, c'est le moment où progressivement je commence à voir l'autre, quel qu'il soit, pauvre, riche, de quelque couleur de peau, comme mon semblable. Et Tocqueville cite cet exemple absolument extraordinaire de la lettre de Madame de Sévigné. Donc elle dit, Madame de Sévigné, c'est quand même pas quelqu'un d'absolument barbare. Eh bien voilà qu'elle écrit une lettre à sa fille qui est enceinte et qu'elle dit, ben voilà, aujourd'hui nous avons fait une penderie. C'est-à-dire il y a des petits paysans qui se sont révoltés, les bourgeois aussi, et nous les avons pendouillés. Voilà. Pour elle, c'est pas un monstre, c'est simplement qu'elle ne voit pas encore, à cette époque qui n'est pas très éloignée de cette de Tocqueville, elle ne voit pas que ces êtres sont des humains comme les autres. Et donc elle ne perçoit pas la proximité que ce sont des alter ego. Voilà ce qui change. Le fond de changement, c'est le regard. Nous sommes absolument convaincus que les autres sont des égaux. Mais du même coup, conséquence, les inégalités nous sautent à la figure. Nous en voyons de plus en plus. Jadis, on n'en voyait pas parce que les inégalités étaient naturelles. Aujourd'hui que nous sommes égaux, nous n'arrêtons pas d'en voir toujours davantage. C'est ça le problème, c'est que d'une certaine façon, un petit mot que j'avais dit, c'est trop de justice. Nous voyons de l'injustice partout, nous voyons de l'injustice dans les relations. Alors ça c'était classique, dans les relations socio-économiques, mais maintenant nous voyons de l'injustice dans le ménage. L'injustice ménagère, par exemple. Ah oui. L'injustice dont parlait Philippe Frémaux il y a quelques années ici même, aux toilettes à la pause, entre les WC, entre les WC pour les hommes et les WC pour les femmes. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a une file d'attente dans un cas et pas de file d'attente dans l'autre? Ben voilà, c'est pas juste. L'injustice hors de la maison, l'injustice hors de la maison vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des objets, vis-à-vis du passé, vis-à-vis de l'avenir. Nous voyons de plus en plus d'injustice. C'est le premier élément. Donc, passion, effectivement, passion mondiale. Passion mondiale parce que plus l'égalité avance dans les regards, plus les inégalités paraissent scandaleuses. Et par rapport à ça, justice, est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Non. Alors là, en philosophie politique, je ne vous recommande pas de mettre le nez dans un ouvrage de philosophie politique aujourd'hui parce que c'est que de la théorie de la justice. Entre les capabilistes, les communautaristes, les féministes, les réciprocistes, les suffisantistes, tout le monde y va de sa théorie de la justice, depuis John Rawls. Et ça n'arrête pas.
avec de trouver des modèles de plus en plus sophistiqués. Alors, c'est ça la difficulté, on est dans une espèce de dilemme sur le plan des représentations. Alors, j'ai encore 2 minutes. 2 minutes pour voir comment les Français réagissent à ça. Est-ce que c'est vraiment une passion française? Alors, il y a une enquête extrêmement intéressante que je voudrais vous citer, qui a été faite en 2011 par un groupe de sociologues, donc c'est une enquête sérieuse, pas un sondage, du sociologue d'ailleurs des collègues du GEMAS, de la Sorbonne, Michel Forcé et Olivier Galland. Donc c'est sérieux parce que c'est une enquête avec un nombre très important d'enquêtes, peu importe, ça, on s'en fout, ce sont des sociologues. Voilà, premier point, ça c'est très intéressant. 3 résultats, hein, uniquement pour noter. Premier point, les Français ont le sentiment de vivre dans une société non seulement injuste, mais en plus de plus en plus injuste, et où les plus favorisés deviennent toujours plus favorisés. Voilà les premiers éléments du diagnostic. On pourrait dire, en effet, ça va craquer, ça va péter. Deuxième élément qui vient pondérer cette lecture, pas l'annuler, mais le pondérer. Les réponses révèlent un décalage important entre les inégalités perçues comme les plus fréquentes et les inégalités qui sont jugées les plus scandaleuses. Pour la France, en tout cas, les inégalités les plus présentes, celles qui sont liées aux revenus, ne sont pas perçues comme les plus condamnables. La hiérarchie des salaires n'est pas fondamentalement mise en cause. A l'inverse, les inégalités considérées comme les plus insupportables, celles qui touchent la discrimination éthique ou par le genre, ne sont pas celles qui sont identifiées comme les plus fréquentes. Donc déjà, un petit décalage. Troisième enseignement, les Français qui jugent que la société française est injuste ou inégalitaire le disent, alors ça c'est vraiment le point qu'il faut interpréter, le disent en général. Leur jugement porte sur l'état des inégalités sociales plutôt que sur le degré dont ils s'en sont eux-mêmes personnellement affectés. Pour le dire d'un mot, on pense que la société est injuste, mais personnellement, tout va très bien. C'est comme les jeunes, hein. Vous savez, les jeunes sont pessimistes à l'égard de l'avenir, mais pour leur avenir à eux, ça va, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est intéressant, c'est très intéressant d'ailleurs pour la maturité de notre espace public. Je ne dis pas ça de manière du tout ironique. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir sur notre situation un point de vue désintéressé. Un point de vue qui n'est pas justement ni dicté par l'envie, on y reviendra, c'est cette envie, parce que je crois qu'elle est plus nuancée que ça. C'est pas dicté par l'envie, c'est dicté vraiment par une situation de jugement. Quatrième remarque, et j'en termine vraiment, il y a une espèce de hiérarchisation des exigences. Pour qu'une société soit juste, disent-ils, il faut que soient garantis les besoins de base. Dans l'ordre, le logement, la nourriture, l'habillement, la santé, l'éducation. Voilà. Ça, c'est le socle. Dans un principe du maximin, c'est le principe de les inégalités peuvent augmenter, mais pourvu qu'elles profitent aux plus démunis, il faut que ça soit le socle qui soit garanti. Dans un contexte. Ensuite, deuxièmement, il faut que les mérites de chacun soient reconnus, dans un contexte d'égalité des chances. Et là, on revient à la question de l'école. Mais sans pour autant, voilà ce que disent les Français, dans cette enquête en tout cas, parvenir à un alignement complet qui reviendrait à méconnaître les talents individuels. Vous voyez les 3 critères de la justice, est-ce qu'on donne à chacun en fonction de ses talents? Est-ce qu'on donne à chacun en fonction de ses mérites? Est-ce qu'on donne à chacun en fonction de ses besoins? Eh bien, il faut que les besoins primaires soient identifiés. C'est difficile à identifier les besoins primaires de ce point de vue-là d'ailleurs. Il faut que les mérites soient reconnus et il faut laisser une place au talent. C'est une solution, d'une certaine façon, de parfait bon sens dans la hiérarchisation des normes de justice. Ça veut dire que l'égalitarisme qu'on reproche souvent, notamment à la gauche en France, est un fantasme et que c'est pas une aspiration de la société, c'est ça que tu dis? Voilà, c'est effectivement de l'ordre du discours. Alors, sur le plan du discours, ça fonctionne. On a une idéologie de l'égalité. Hein. On dénonce la société inégale, mais sans en être forcément... Pourquoi? Parce que égalité, inégalité, c'est aussi... Il faut, je pense, comprendre cette dimension. C'est que l'idée de favoriser, c'est un lieu de mémoire de la société française. On a une société complexe. On a une société complexe. Pour la comprendre, cette société complexe, eh bien, on est toujours tenté d'appliquer des modes binaires. L'élite, l'en bas, les favorisés, les défavorisés, parce que ça rassure. Au moins, on identifie. Il y a des salauds, il y a des gentils.
Ça peut aller dans les deux sens. Hein. Les gentils peuvent être les riches, comme Warren Buffett, ou les pauvres. Donc ça va dans les deux sens, mais au moins ça rassure. Sur la question de la justice et de l'inégalité, je m'arrête là parce que j'ai plus de voix, eh bien effectivement, il faut sortir de cette logique binaire. Mais alors moi j'aimerais quand même que vous me répondiez les uns et les autres. Est-ce que la réduction des inégalités doit être aujourd'hui la priorité de toute politique, et de quelles inégalités? Vous avez parlé effectivement, alors vous avez raison, vous dites, ça a été vrai, vous avez parlé de l'école, et vous dites, dans le fond, à un moment, on a réussi, si vous voulez, la démocratisation de l'enseignement. Bon, on ne va pas rentrer peut-être trop longtemps dans cette discussion, mais est-ce que pour vous, ça doit être notre priorité aujourd'hui? Est-ce que ça doit être la priorité de la collectivité? La priorité, c'est le résultat. C'est-à-dire que le maximum d'enfants en matière d'école ait la possibilité de faire les études qui correspondent à leur motivation et à leur talent, et sans que le milieu où ils sont nés ou l'environnement où ils ont grandi exerce le moins de déterminisme. Or, alors j'en arrive à ce qui me paraît la question la plus importante. Aujourd'hui, je suis persuadée, pour arriver à ce résultat, l'égalitarisme est le pire moyen. Je voudrais aborder cette question-là parce qu'elle me paraît au fond corps du sujet. Les conséquences tout à fait contre-productives en matière de véritable égalité du résultat tel que je viens de le décrire, si ce sont des politiques strictement égalitaristes qui sont mises en œuvre. Donc, mais d'abord, je voudrais reprendre ce qui a été dit. En effet, on ne peut plus, dans nos sociétés complexes, parler de l'égalité comme de relations binaires. C'est une loi d'organisation de la société. Nous avons tous une certaine idée de l'égalité. C'est un problème qui ne se pose que dans les pays démocratiques, dans les hiérarchies, dans les sociétés de caste, dans les pays aristocratiques, dans les cultures aristocratiques, dans les cultures oligarchiques. L'égalité n'a pas de sens. L'égalité ne se définit, ne devient une exigence absolument vitale que dans un pays démocratique, dans une structure sociale démocratique, ça va de soi. Mais en même temps, dans une société complexe qui a atteint le degré de développement, c'est-à-dire d'interdépendance, non seulement à l'échelle nationale, mais également à l'échelle internationale, les sociétés que nous rencontrons aujourd'hui, il va de soi qu'on ne peut pas faire de la déclaration d'égalité en étant sûr que en déclarant les conditions égales ou déclarant des mesures d'égalisation, on va obtenir, pour finir, une société plus juste et plus égale. Rien ne permet d'en avoir la certitude. Pourquoi? D'abord parce qu'on a affaire à des acteurs extrêmement informés et qui aujourd'hui ont énormément de moyens d'agir et qui vont évidemment détourner tous les dispositifs qui sont mis, détourner de leur fin, tous les dispositifs qui sont mis en place pour contraindre l'égalité. Alors on peut brimer ces acteurs-là. Dans une société fermée, c'est possible. Dans une société internationalisée, ce n'est pas possible. Donc un peu de lucidité sur les conditions de départ est nécessaire. Et puis par ailleurs, n'oublions pas que le meilleur vecteur de l'égalité, au sens d'égalité dans les capacités d'agir et dans les possibles, parce qu'au fond c'est ça qui nous apporte, c'est pas tellement que tout le monde ait la même chose que le voisin, c'est que chacun ait la conviction qu'un véritable chemin de vie qui correspond à son désir, ses possibilités, sa capacité de travail, sa volonté de travail lui est ouvert. Eh bien, pour obtenir ça, il n'est pas du tout sûr qu'une société dite égale, mais qu'est-ce que ça veut dire, soit le meilleur moyen d'y parvenir. En effet, on le voit très bien en matière économique. On a eu beaucoup de débats récemment sur les politiques de l'offre ou les politiques de la demande. On sait aujourd'hui qu'augmenter le pouvoir d'achat des Français, ça va très certainement profiter aux économies qui ne sont pas celles de la France, des économies des pays environnants, et certainement pas celles de la France, parce qu'aujourd'hui, avec plus de pouvoir d'achat, les Français n'achètent pas plus français. Donc d'une certaine façon, ça n'a aucun impact sur le dynamisme économique français. Alors on parle de politique de l'offre, mais on voit à quel point elles sont difficiles à manier également. Vous voyez à quel point la notion de redistribution, d'incitation est aujourd'hui extrêmement complexe, et il faut avoir conscience du fait que lorsqu'on veut obtenir des résultats en termes de société juste, la déclaration ou le volontarisme doit être vraiment sévèrement questionné. Ça peut avoir des effets très positifs, ça peut aussi avoir des effets contre-productifs. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement qui est lié à la place dans le discours, dans la mobilisation politique de cette thématique de l'égalité? On dira peut-être quand même un mot après, oui, mais alors hors des problèmes économiques, de ce qu'on appelle le mariage pour tous. Ce qui est la chose la plus fondamentale, c'est la capacité à créer une société juste, au sens où une société où il n'y a pas une disparité de conditions,
trop excessive, où il n'y ait pas en effet des menaces tout à fait réelles comme celles qu'a décrites Patrick Vivray, qui sont à prendre tout à fait au sérieux. On est en train d'entrer, étant donné la stratification sociale, économique et financière qui se dessine à l'échelle du monde, dans une période d'instabilité extrêmement dangereuse. Et là, je partage tout à fait l'analyse que vous avez faite. Mais en même temps, il est très important de garder la conviction d'une société ouverte. Or, une société ouverte, c'est une société où chacun, pour circuler, et modifier sa condition. Donc, j'insisterai sur la nécessité qu'il y a à concevoir l'égalité en termes de dotation d'atouts, dotation de capacités, et tout ce qui permet à un individu aujourd'hui d'avoir la possibilité de se sentir, au fond, maître de son avenir ou de son destin. C'est loin d'être le cas parce qu'encore une fois, dans la position où je suis, je constate les effets d'un déterminisme social que je ne pensais plus à l'ordre du jour. Alors, un point pour terminer, il va de soi que, quant à moi, je considère qu'un des moyens de mettre en œuvre l'égalité, c'est de faire confiance aux individus, de respecter leur liberté et de les responsabiliser. Pierre Leroux disait en 1830, la liberté et l'égalité sont deux pistolets braqués l'un contre l'autre. Nous n'avons pas encore parlé du conflit qui intéresse beaucoup tous les philosophes politiques entre la liberté et l'égalité. C'est peut-être pas le lieu de le faire, j'attire quand même votre attention que la volonté d'égalitarisme très vite se heurte à quelque chose de tout à fait fondamental, qui est la défense de la liberté de la personne. Toutes les tentatives de radicalisation de systèmes égalitaires que nous avons pu observer l'ont montré. Vous savez, il y a une manière très simple de créer l'égalité, c'est au fond, le grand idéal utilitariste. On agrège tout et on divise de manière égale. Là, on a une règle d'égalité parfaite, mais on tue totalement ce principe de séparation des personnes et de liberté qui est absolument fondamental. Alors, je vous ai parlé d'un contre-exemple tout à l'heure. Aujourd'hui, en matière scolaire, on vante l'égalité. C'est-à-dire, comme l'a dit notre ministre, notre souci n'est pas de faire réussir, de faire qu'on ait de bons élèves ou de faire que l'école marche et de faire réussir les élèves, c'est de faire en sorte qu'aucun élève n'échoue. Alors, je vous avoue que ça me préoccupe un petit peu ce genre de déclaration parce que ça me paraît poser le problème de manière un petit peu inadaptée. Nous avons, en matière scolaire et d'éducation primaire et secondaire, affaire aujourd'hui à une situation extrêmement diversifiée culturellement. Il y a des enfants qui naissent dans des endroits, dans des territoires, comme on dit aujourd'hui, où l'ordre public est parfois violé de manière ouverte, où une sorte de ségrégation sociale qui a fait que malheureusement on rencontre trop d'homogénéité sociale avec des personnes en général dotées de très peu de moyens. Et malheureusement, pour les proviseurs d'écoles primaires, les directeurs d'école ou les proviseurs de lycées dans ces territoires, la situation est très difficile. Notre système d'éducation primaire et secondaire est régi par un système qui, comme le disait Pierre-Henri, est quand même qui prend d'abord en compte le collectif. Donc très, très général, très, très soucieux d'appliquer partout les mêmes règles. Et qui s'oppose radicalement à une forme d'autonomie laissée au chef d'établissement. Or, il est certain, à mes yeux en tout cas, que lorsqu'on met en place des équipes pédagogiques extrêmement responsables, qui affrontent des situations extrêmement difficiles, il faut leur faire confiance et leur laisser une marge d'autonomie, que ces responsables, en faisant évidemment l'hypothèse qu'ils sont compétents, puissent définir eux-mêmes les moyens de mettre en œuvre leur politique éducative, étant donné la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Et il n'est pas sûr que l'égalitarisme au sens de l'indifférencialisme, c'est-à-dire partout pareil, parce que c'est quand même une des figures françaises de l'égalitarisme, sans prendre en compte la particularité des situations, sans prendre en compte l'individualisation aussi, la responsabilisation de certaines politiques, je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de conduire pour finir à une véritable égalité des capacités. Dans l'enseignement supérieur, il en est la même chose. Vous savez que nous n'avons pas aucune orientation réelle, aucune sélection, comme on dit, à l'entrée en premier cycle. Le résultat est un échec massif à la fin de la première année de licence. Quand on suit les parcours des jeunes qui ont été ainsi orientés dans l'enseignement supérieur sans savoir à quoi ça correspondait, sans peut-être toujours en avoir les capacités ou le désir, on ne peut que considérer qu'un système un peu plus différencié, doté de très grandes capacités de circulation et de mise à niveau, aurait été en termes de résultats des formations infiniment plus juste et pour finir plus égalitaire. Mais vous avez raison parce que
Mais justement, après, je vais quand même poser la question à Patrick Vivray, parce que est-ce que c'est là où on n'atteint pas quand même vraiment les dangers, disons, d'une notion qu'on brandit un peu trop à tout bout de champ. Moi, je me rappelle, il y a très peu de temps, alors déjà, après le collège unique, qui a été quand même un peu le désastre qu'on sait, il y a des gens qui voudraient maintenant qu'on passe le lycée unique. Et il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est une fédération de parents d'élèves qui l'a proposé, qui a demandé qu'on supprime les devoirs à la maison. Attendez, il y avait quoi? Il y avait 3 trucs. Les notes, bien sûr, qui sont très inégalitaires. Et je ne sais plus quel était le 3e. Et les examens, je ne sais plus. Le redoublement, merci. Et je me rappelle en avoir débattu avec ma camarade d'empoignade, Clémentine Autain, et elle me dit, mais c'est incroyable, les devoirs à la maison, c'est vraiment dégueulasse, parce qu'il y a des gens qui, eux, n'ont personne pour les aider à les faire. Je dis, peut-être ce serait bien d'essayer de trouver des solutions pour cela, mais pourquoi est-ce que tu veux priver ceux qui les font? Pourquoi est-ce que tu veux les en priver? Eh bien, parce qu'elle m'a répondu vraiment comme ça, elle m'a dit, parce que au moins, ce sera plus juste. Alors là, quand même, Patrick Vivray, je me tourne vers vous, puisque dans le fond, vous êtes un peu le représentant des gauchistes, ici, que vous ne citez pas. C'est une blague. Voilà. J'agiterai la clochette la prochaine fois que je ferai une blague. Non, mais je me tourne vers vous, parce qu'on a un peu dérivé sur l'école, mais il me semble que c'est quand même fondamental, ça c'est vrai, on sera probablement tous d'accord là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque là, si vous voulez, de voir ce qu'on appelle dans le langage commun le nivellement par le bas? Alors, vous savez, moi je suis dans beaucoup de mouvements de citoyenneté partisan de ce qu'on appelle la construction des désaccords, parce que la plupart du temps, ce qui est toxique dans un débat, ça n'est pas le désaccord ou les désaccords, c'est le malentendu, c'est le soupçon, c'est le procès d'intention. Il y a un certain nombre d'organisations politiques qui devraient apprendre la construction des désaccords aujourd'hui. Eh bien, si je reprends le débat que nous avons, moi je ne suis pas en désaccord sur un certain nombre d'éléments que vient d'évoquer Monique, elle le sait d'ailleurs. Moi, j'appartiens à un courant de philosophie politique qui a été la gauche démocratique et autogestionnaire, qui s'est opposé à tous les mouvements de gauche totalitaires. Et donc, ce que Monique Cantos-Perver définit comme l'égalité, comme accès aux potentialités créatrices dans une société ouverte, j'en suis complètement d'accord. Mais franchement, aujourd'hui, est-ce que la question principale, ce qui menace le plus, aussi bien la France que l'Europe que le monde, est-ce que c'est vraiment la menace de l'égalitarisme? À l'école, franchement, oui. Non mais attendez, nous partons au départ d'un débat où le cœur du débat, c'est ce qu'on a vu à travers les statistiques rappelées par Jean-Paul Delvoye, c'est ce que je rappelais du point de vue des statistiques mondiales et notamment américaines, c'est-à-dire le creusement des inégalités de revenus. Alors, c'est pas pour fuir le débat sur l'école, mais quand vous avez du creusement d'inégalités sur l'essentiel, vous avez ensuite des effets de protection, qui s'appellent par exemple le corporatisme, qui sont des effets de protection par rapport à un creusement des inégalités. On peut tout à fait dire, et je suis prêt à le dire sur ce terrain, que ces effets de protection eux-mêmes sont pervers. Mais il faut quand même remonter à la première des causes. Et la question que vous posiez en introduction à partir de Rawls, qui est à quelles conditions est-ce que des inégalités sont acceptables? Et effectivement, elles sont acceptables si elles finissent par bénéficier aux plus faibles. Ça, c'est vrai si on applique ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, c'est-à-dire si les revenus des plus riches se trouvent de fait réinvestis dans l'économie réelle et finissent par bénéficier aux catégories les plus pauvres. Mais ce qui se passe avec l'économie spéculative et la démesure de l'économie spéculative, c'est que ça ne fonctionne pas
comme ça. Aujourd'hui, c'est Bernard Lietta, un des anciens responsables de la Banque centrale de Belgique, qui a mis en évidence, pour alerter sur le fait qu'on allait tout droit vers une crise financière majeure, en 2007, il a mis en évidence ce graphique qui depuis a fait un petit peu le tour du monde, à savoir que sur les 3200 milliards de dollars qui s'échangeaient quotidiennement sur les marchés financiers en 2007, la part qui correspondait à des biens et des services réels, c'était moins de 3%, 2,7% exactement. Quand vous avez une telle démesure de l'économie spéculative, ben évidemment, les catégories les plus riches, elles ne vont pas réinvestir dans de l'économie réelle. Elles ne vont pas aller dans de l'emploi, dans des activités qui, in fine, vont servir à la question, et je vais revenir sur ce point qu'évoquait Pierre sur les besoins vitaux, par exemple. Parce que si vous avez, par exemple, des retours sur investissement de 15% et davantage, vous n'avez pas intérêt à investir dans une économie réelle où le retour sur investissement va être de l'ordre de 3%. Donc le cœur de tous les dérèglements aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, il n'est pas dû du tout à des dépenses publiques ou sociales excédentaires, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gaspillages, qu'il n'y a pas des doublons, etc. Le cœur du problème, il est lié au dérèglement majeur de la sphère financière. Nous avons une économie casino mondiale qui n'a même pas les règles du casino, à savoir les plafonds de jeu et les interdits de jeu quand vous êtes en face de tricheurs. Des banques comme Goldman Sachs, qui sont des tricheurs manifestes, ne sont pas pénalisées dans ce système-là. Vous êtes quand même d'accord que ce qu'on appelle les riches dans le discours aujourd'hui public et qui ont été la cible, et notamment pendant la campagne électorale, on l'a quand même entendu tel quel. Ce qu'on appelle les riches, c'est pas tout à fait... Vous décrivez une sorte de classe de spéculateurs, si vous voulez, de classe mondiale, d'hyperclasse de spéculateurs qui auraient fait sécession. Mais ce qu'on appelle les riches, c'est bien plus large que ça. C'est des gens qui ne spéculent pas, qui ont des entreprises, qui ont des... Donc, est-ce que... Mais ça, c'est pas... Le problème n'est pas là. Vous savez, c'est toujours quand quelqu'un qui dispose d'une fortune énorme veut préserver ses intérêts, il ne va pas dire « je considère que ma fortune énorme est légitime », il va toujours mettre en évidence les petits, que ce soit les petits épargnants, les petits salariés ou les petits infirmiers si on raisonne avec des médecins, c'est toujours cette logique-là. Mais le vrai problème, quand j'évoque pas les riches en soi, mais la démesure de l'économie spéculative, sa première caractéristique, c'est d'être destructrice pour les activités entrepreneuriales elles-mêmes. Quand vous discutez avec des acteurs des PME, par exemple, leur premier problème, c'est la logique du capitalisme financier. Donc la question légitime que vous rappeliez à partir de Rawls, elle ne s'applique pas quand il y a des mesures de l'économie spéculative. Et de ce point de vue-là, moi je trouve que cette enquête tout à fait intéressante que vous avez évoquée, elle exprime des éléments de bon sens. C'est-à-dire, la question des besoins vitaux. Ça, encore une fois, quand l'INSEE nous annonce 10 millions de pauvres en France, à la fin 2013, 10 millions de pauvres. Aussi avoir la définition du pauvre. Oui, c'est revenu médian. Oui, voilà. Oui, d'accord, mais enfin... Avec cette définition, non mais il faut bien avoir conscience qu'avec cette définition, il n'y aura jamais une absence totale de pauvres, puisque c'est un revenu médian. Non mais ce que montre l'INSEE et ce que montre l'enquête du Secours catholique, c'est qu'à partir des mêmes critères, en l'occurrence le revenu médian, il y a une aggravation et une aggravation sensible. Et qui se traduit par des situations telles que, par exemple, notamment du côté des femmes, il y a de plus en plus de situations dramatiques. Donc, le premier élément de l'enquête qui est de dire, il y a la question des besoins vitaux. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin prioritairement, c'est de ce qu'on pourrait appeler un bouclier vital, comme alternative à ce qu'était l'ancien bouclier fiscal. Deuxièmement, il y a la question, les inégalités sont admissibles dès lors qu'elles correspondent
à des mérites effectifs. Là, on est en plein dans ce que Monique évoquait tout à l'heure. On n'est pas dans de l'égalitarisme, on n'est pas dans du nivellement. Il peut y avoir des inégalités, mais à condition que ces inégalités soient justifiées par des mérites. Et ça, pourquoi pas? Simplement, on arrive avec des situations auxquelles on n'a pas l'habitude de penser, parce que vous avez par exemple une étude très intéressante de la New Economic Foundation qui met en rapport les contributions des différentes professions avec les revenus qui lui sont associés. Et bien cette enquête, elle arrive à dire la contribution apportée par une personne qui est par exemple dans des métiers de nettoyage est une contribution extrêmement forte par rapport au coût de cette personne dans une société, alors que l'autre bout de la chaîne, quand vous prenez par exemple l'exemple des traders, ils ont un coût considérable quand on prend non seulement leur salaire, mais plus encore leurs primes, leurs stock options, etc., pour des effets qui sont beaucoup plus destructeurs que contributeurs. Donc si on applique vraiment la question du mérite, et moi je suis tout à fait d'accord pour que les inégalités de revenus soient liées à du mérite, mais ça veut dire que toutes les catégories rentières, toutes les catégories, la plupart des acteurs qui sont aujourd'hui en position d'avoir des revenus absolument démesurés ne sont pas des contributeurs effectifs dans la création de valeur. Donc appliquons pour de bon le deuxième critère d'inégalité légitime quand elles sont liées au mérite. Et puis le troisième élément qu'évoquait Monique Cantos-Pervers, c'est la question des potentialités créatrices. Et ça vaut pour l'école comme pour tous les autres éléments du système social. La grande question, c'est de sortir de l'obsession compétitive. Parce que quand vous êtes dans une obsession compétitive, vous prenez une salle comme celle-ci et vous dites « je m'intéresse simplement aux 5 personnes les plus importantes de la salle ». Vous vous rendez compte la perte de potentialité créatrice? Au passage, c'est encore pire si on dit simplement « je m'intéresse qu'au premier », y compris si vous découvrez après que le premier est un tricheur, vous avez ce qu'on pourrait appeler le théorème de Lance Armstrong, et vous êtes bien embêté si les deuxièmes et troisièmes s'avèrent également être des tricheurs. Donc la vraie question, c'est effectivement celle des potentialités créatrices, celle qu'Amartya Sen pose avec les capacités, c'est ce formidable terreau de potentialité créatrice qu'effectivement on ne va pas traiter sur le mode du nivellement et de l'égalitarisme, mais qu'on ne peut traiter que si on arrête d'être dans l'obsession compétitive. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir le couple rivalité-avidité que j'évoquais tout à l'heure, tant sur le plan économique que sur le plan politique, on a un autre couple qui est promotion des potentialités créatrices et coopération, coopération pas au sens du nivellement, mais au sens où nous avons besoin pour développer les potentialités créatrices, qu'il y ait effectivement des formes de coopération et de solidarité à l'intérieur des groupes humains. Excusez-moi, mais est-ce que c'est pas un peu irénique quand même? Est-ce que c'est pas un peu irénique cette idée? Est-ce que c'est pas irénique? Mais à chaque... Non mais si nos sociétés ont été capables de rebondir après la Seconde Guerre mondiale, c'est parce qu'on a été vers des stratégies de ce type. On n'a pas supprimé la compétition aussi comme moteur. Non mais attendez, il y a une différence. Vous savez, très souvent, c'est intéressant le sens des mots. Vous prenez un mot comme concurrence. Eh bien, concurrence, ça veut dire courir ensemble. Donc normalement, la concurrence, si on la respectait vraiment, c'est de l'émulation coopérative. Il y a des différences entre les coureurs, mais on s'assure que tous les coureurs restent dans la course. Mais quand ce qu'on appelle concurrence, c'est de la guerre économique où les perdants sont exclus de la course, alors à ce moment-là, l'économie, au lieu d'être pacificatrice, d'être dans le sens de ce que Montesquieu avait théorisé sous le nom de doux commerce, l'économie elle-même devient guerrière et la propédeutique guerrière de l'économie crée à terme les conditions de la guerre à l'intérieur même du politique. Et ça, c'est le danger majeur. Je vois que Pierre-Henri Piap. Non, parce que je pense qu'on est...
effectivement, on avance vraiment dans la discussion parce qu'on comprend Je crois qu'il y a un point qu'il faut encore bien régler, c'est qu'on bascule constamment d'une échelle à l'autre. Soit on parle de la situation française, soit on parle de la situation du monde. Et les problématiques sont en effet très différentes entre une société qui est très protégée et où malgré tout l'égalitarisme dans certains domaines, notamment celui de l'école, est une menace, et la problématique mondiale, où là, on est plutôt dans une logique de où sont les règles, alors même que, effectivement, les pays émergents, eux, ne sont pas très favorables à des règles, avec des arguments qui ne sont pas non plus négligeables, en disant, écoutez, vous avez détruit vos règles à vous quand vous avez voulu faire la croissance, et maintenant qu'on veut faire notre croissance et émerger, eh bien vous nous imposez des règles. Et donc il y a une situation en effet d'inégalité, de rythme, parce que dans un pays émergent, les inégalités paraissent secondaires dans la mesure où précisément la dynamique est très positive. Et tout le monde ne progresse pas, mais on a le sentiment que tout le monde progresse. Et on sait très bien quand on essaye de mesurer le bonheur, que ce qui compte, c'est pas tellement le bonheur à l'instant T, c'est la perspective d'être heureux ou d'une amélioration du sort. C'est comme ça qu'on peut dire qu'on est heureux. C'est pas tellement d'être heureux à l'instant T, c'est d'être sûr que demain ça ira mieux qu'aujourd'hui. Dans les années 50, les Français étaient beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui. Parce que précisément les perspectives de développement étaient formidables. Donc voilà, et là on change de niveau. De ce point de vue-là, c'est vrai que la question de la marchandisation et la financiarisation, de la dérégulation, là, en total accord, produit des effets d'inégalité sans bénéficier aux plus défavorisés, c'est absolument incontestable. Donc là, je pense qu'on est vraiment, c'est un diagnostic qui est tout à fait juste. Mais là où on peut nuancer les choses néanmoins, c'est que le phénomène de la marchandisation en tant que tel est un phénomène qui est assez complexe en vérité à identifier. Il y avait un grand historien qui s'appelle Karl Polanyi qui avait parlé de la thèse du désencastrement du monde. C'est une thèse absolument fascinante. Il disait, voilà, jadis, dans les sociétés traditionnelles, en haut, il y avait la religion ou la philosophie, c'était l'ordre suprême. Ensuite, il y avait la politique, on va dire. Puis en dessous, il y avait l'économie. L'économie, c'était vraiment la logistique, ça n'avait aucun intérêt. Et dans l'histoire du monde, les choses se sont totalement inversées. L'économie est passée en tête, la politique, franchement, réduite quasiment à l'économique, et puis alors la philosophie, n'en parlons pas, la religion, c'est tout à fait secondaire. Les choses se sont inversées. Donc lecture de Polanyi d'une marchandisation totale du monde, et avec une vision extrêmement pessimiste. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui des sociologues qui nuancent ce point, avec un argument, alors là, qui revient vraiment sur notre question de l'argent, de manière très, très, très profonde, et notamment une qui est absolument formidable, qui s'appelle Viviana Zelizer, qui est une professeure de sociologie aux États-Unis, et qui s'intéresse à la signification sociale de l'argent. Parce que quand on a de l'argent, effectivement, l'argent n'aplatit pas tout. Imaginez que vous ayez l'héritage de votre arrière-grand-mère, amassé euro par euro, voire franc par franc à l'époque. Eh bien, quand vous le recevez, cet argent, vous n'allez pas en faire n'importe quoi. Vous allez consacrer à des choses qui vous paraissent importantes. Au Japon, dit Viviana Zelizer, on fait beaucoup de cadeaux en argent, mais on s'attache à ce que ce soit des billets neufs, tout neufs, et on les met dans des beaux mouchoirs, des beaux tissus. De la même manière, elle citait l'exemple d'un petit gangster de Philadelphie dans les années 50, qui, quand il allait à la messe, parce qu'il allait à la messe, c'est un Italien, quand il allait à la messe, eh bien, il ne mettait pas dans la quête l'argent, dans le tronc, l'argent de ses rapines, mais l'argent que lui donnait sa mère comme argent de poche. Voilà, c'est pas pareil, ça avait une autre valeur. L'argent a une odeur. Et d'une certaine manière, l'argent ne signifie pas l'aplatissement des choses, mais il y a une signification sociale de l'argent très profonde qui fait que, certes, nous sommes de plus en plus dans le marché, mais il y a dans ce marché des éléments qui résistent au marché. Parce que pour que le marché marche, il faut qu'il y ait du hors-marché. Je reprends l'analyse de Patrick Vivray ici. Pour que le marché marche, il faut qu'il y ait du hors-marché. Un marché qui serait uniquement dans une logique de compétition, où tous les acteurs seraient dans la compétition, tous, absolument tous, ça ne marcherait pas. Ça exploserait. Il faut qu'il y ait des arbitres. Il faut qu'il y ait des juges. Les grands théoriciens du capitalisme le disent, Schumpeter le dit, il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas dans le marché pour que le marché marche. Le grand défi de la financiarisation, c'est ça. C'est qu'il faut retrouver une place à ce hors-marché qui permet au marché de marcher
pour le bien commun. Juste un mot, tu avais l'air de contester cette étude de l'INSEE. C'était pas très clair ce que tu as dit tout à l'heure. Excuse-moi. Un détail qui est technique, c'est que la question qu'est-ce que la pauvreté est toujours très difficile à mesurer en termes de revenus. Elle est même impossible. Il y a des débats qui sont hallucinants. Est-ce que c'est 1 $? Est-ce que c'est 2 $? En France, c'est évidemment 859 €. Donc c'est pas 1 $. Donc vous voyez, la pauvreté de revenus est un terme relatif. En France, c'est un revenu médian, donc forcément, le revenu médian, c'est une moyenne. Enfin, pour le dire vite. Donc si c'est une moyenne, ça veut dire que de toute façon, c'est calculé en fonction des revenus des autres. Donc ça ne disparaîtra jamais par définition. Mais, je reviens juste un point sur la définition que propose Amartya Sen, dont on a beaucoup parlé et qu'il faut redonner en termes précis. Pour le grand philosophe et économiste prix Nobel Amartya Sen, la pauvreté ne se définit pas en termes de revenus, mais en termes de ce qu'il appelle de capacité. Et la capacité, on pourrait le dire très simplement, et c'est une idée extrêmement profonde, c'est la capacité à faire des choix. Et Amartya Sen livre ce témoignage extrêmement émouvant quand il était petit. Il était en train de jouer dans son jardin en Inde, et il y a un musulman qui, un jour de manifestation anti-musulman, arrive dans son jardin, a été poignardé. Et il, grièvement blessé, il va décéder quelques jours plus tard. Et Amartya Sen dit, il n'a pas eu le choix. Il n'a pas, ce jour-là, parce qu'il avait une famille à nourrir, il a été obligé de sortir alors qu'il ne fallait pas sortir ce jour-là. Et donc il n'a pas eu la capacité de choisir, il n'avait pas la capacité de choisir, et donc il n'avait pas ce droit minimum à dire aujourd'hui je ne vais pas bosser, c'est trop dangereux. Et donc la pauvreté, c'est ça, c'est l'absence de capacité à faire des choix, ce qui est une idée très profonde parce que ça réconcilie en quelque sorte égalité et liberté. L'égalité, c'est la capacité à être libre, pourrait-on dire très simplement. Et donc du coup, on a un concept, si je puis dire, synthétique, qui permet de réconcilier ces deux frères ennemis qui se tirent dessus, l'égalité et la liberté. Si vous envisagez l'égalité comme la capacité à être libre, il n'y a plus de conflit. Merci. Peut-être encore quelques minutes de poursuite de cette discussion, parce que dans le fond, vous vous êtes mis d'accord, je crois, pas sur tout, mais sur la conception de l'égalité qui mérite d'être défendue. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne et sur les effets destructeurs pour les sociétés d'un certain type d'inégalité. Mais peut-être j'aimerais qu'on termine en revenant un peu sur la France et sur la politique, c'est-à-dire compte tenu de tout ce que vous venez de dire, comment faire en sorte, est-ce que la politique peut faire en sorte que nos sociétés soient plus égales, sans pour autant devenir égalitaristes au sens où vous l'avez défini, sans créer, disons, une nouvelle catégorie de suspects qui seraient jetés en pâture en permanence à l'opinion comme étant les responsables de tout. Et franchement, moi j'entends aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas des traders, qui ne sont pas des spéculateurs, qui ne sont pas des gens qui ont l'impression de s'en mettre plein les poches sur le dos de leurs contemporains et qui ont l'impression, d'être montrés du doigt en permanence. Et je pense que ça, c'est quand même une dérive probablement de notre passion pour l'égalité. Monique Otto-Sperber. Oui, je serais tout à fait favorable à cette manière de voir. Et d'ailleurs, je pense que nous la partageons tous. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est au fond la seule manière dont je définirais une société juste, où je verrais en effet incarner une certaine forme d'égalité, c'est une société où le plus grand nombre de citoyens ait vraiment la capacité, peut-être pas de maîtriser leur destin, mais enfin, aient les moyens d'être véritablement sujets de la vie qu'ils ont, sujets du devenir social, pour reprendre cette belle expression. C'est-à-dire une société dans laquelle l'expérience d'aliénation, l'expérience de dépossession que de très nombreux concitoyens malheureusement ressentent aujourd'hui dans notre pays, pourtant très développé, eh bien, soit réduite au minimum. Alors, encore une fois, nous sommes tous d'accord pour arriver à ce résultat. La question est de savoir comment y parvenir. Entre ceux qui pensent que c'est très simple, il faut taxer les riches, distribuer aux pauvres, et ceux qui pensent autrement, et j'en suis, c'est pas pour ça que je considère l'impôt progressif, non justifié, ça va de soi, mais qui ont tendance à penser que nous devons inventer des stratégies
prise de pouvoir des individus et des groupes, si je puis dire, d'empowerment, comme disent les Anglais, c'est-à-dire positionner les individus comme de véritables acteurs dans leur espace personnel, dans l'écosystème où ils évoluent, que ce soit la famille, le groupe social, l'association, l'entreprise, enfin peu importe, et leur donner les moyens d'agir. Simplement, là, vous voyez bien que c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, parce que lorsque des politiques publiques veulent accompagner ce mouvement d'empowerment des individus, qui les rend responsables de leur avenir, il faut qu'elles deviennent différenciées, il faut qu'elles deviennent soucieuses des parcours individuels, des situations particulières, il faut qu'elles renoncent au traitement général, collectif et donc inévitablement égalisateur. Donc cette forme d'égalité dynamique en quelque sorte et qui serait plutôt une égalité dans la capacité à positionner en sujet les citoyens ne passe pas nécessairement par des traitements égaux, parce qu'il est certain que certains individus ont besoin de plus et puis pas au même moment. Alors on a beaucoup parlé de l'école, mais pour moi ça me paraît une sorte de laboratoire d'expérimentation. On a voulu d'une certaine façon faire en sorte que l'école soit juste en remédiant à la situation en effet dramatique qui faisait que les élèves issus de milieux défavorisés se réussissaient beaucoup mieux à l'école que les élèves issus de milieux défavorisés. Alors on a décidé, dans les années 70, ça a été un grand mouvement de refonte des programmes de l'éducation, inévitablement de baisser les exigences et progressivement de substituer à l'enseignement à l'ancienne, normatif, progressif, un enseignement beaucoup plus technique. Enfin, tous ceux d'entre vous qui ont eu des jeunes enfants, et qui regardent leurs livres de grammaire, verront qu'on apprend aujourd'hui quelque chose qui ressemble plus à la linguistique qu'à la grammaire, mais devant la linguistique, tous les enfants sont égaux, quel que soit leur milieu d'origine. Le résultat de cela, qu'est-ce que c'est? C'est que les enfants issus de milieux favorisés, ont tout à la maison pour rattraper ce retard. Ça leur est facile, on parle bien autour d'eux, on les emmène au théâtre, on les corrige quand ils font une faute de français. Mais les enfants qui naissent dans des milieux où on ne parle pas le français, où personne ne s'occupe de présenter les études comme une stratégie de réussite dans la vie, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent plus se raccrocher à l'école pour apprendre quelque chose. Donc pardonnez-moi, je caricature la situation et il y a certainement des enseignants dans la salle qui trouveront que le portrait est tracé à trop gros traits, mais il y a quand même quelque chose de cela, et c'est ainsi que par volonté d'égalitarisme dans le pire sens du terme, pas dans le sens très positif que nous avons tous donné à... notre belle méritocratie française est en train de devenir une épouvantable oligarchie. Quelques mots en écho à plusieurs des points qui ont été évoqués. D'abord, s'il s'agit de lutter contre les formes de bureaucratie marquées par un nivellement indistinct et sans analyse, quand vous avez des principes du genre on supprime un poste sur 2 de fonctionnaires partant à la retraite, c'est du Gosplan, ça. C'est-à-dire, c'est typiquement des logiques bureaucratiques appliquées sans aucun discernement. Et tous les programmes d'austérité qui sont en train aujourd'hui d'être imposés, ils ont des caractéristiques de cette nature et nous avons au contraire besoin de plus de souplesse, de plus de liberté et de plus de discernement. Tout ça pour dire que quand on parle des dangers liés à l'égalitarisme et derrière à la bureaucratie, ils ne viennent pas toujours de l'endroit où on a l'habitude de les imaginer. Alors ensuite, je voudrais revenir sur un point important que vous évoquiez, qui est pauvreté absolue, pauvreté relative. Parce que c'est vrai que les chiffres dont on dispose définissent une pauvreté relative par rapport au revenu médian, mais l'information importante, je la rappelais, c'est que la progression dans des pays qui sont par ailleurs des pays riches de cette pauvreté-là est une indication extrêmement grave, et elle finit par produire, y compris des effets de pauvreté absolue. Hein, vous regardez tous les reportages qu'il y a actuellement, quand vous avez des personnes, par exemple le nombre de familles dans le 93 et de familles avec enfants qui dorment dans leur voiture, le nombre de personnes qui sont obligées d'aller maintenant au resto du cœur. Bon. Le nombre de personnes qui se retrouvent dans des situations de détresse où la question des besoins vitaux
est directement mis en cause. Donc à ce moment-là, il y a un seuil où la pauvreté relative, elle finit par toucher des éléments de pauvreté absolue. Et puis, sur les points que vous évoquiez à partir d'Amartya Sen et qui rejoignent aussi les préoccupations de Monique Cantos-Perber, si nous considérons effectivement que la question des capacités, ce qu'on pourrait appeler en français des potentialités créatrices, est la question centrale. Alors à ce moment-là, il faut revenir aussi sur une autre inégalité qui correspondait à la toute première question de Monique quand elle disait « mais inégalité de quoi ?» L'une des inégalités fondamentales, celle sur laquelle par exemple j'ai été amené à travailler au moment de ma mission sur la richesse, c'est l'inégalité sur ce qu'on appelle richesse, sur ce qu'on appelle valeur, sur ce qu'on appelle activité. Par exemple, vous venez d'avoir une étude de l'INSEE qui met en évidence qu'il y a 1/3 d'heures de travail domestique supérieur au travail au sens économique et statistique du terme. Mais ces 60 milliards d'heures de travail domestique, elles sont considérées comme de l'inactivité. Voilà une formidable inégalité. Toutes les activités bénévoles qui ne donnent pas lieu à production dans la sphère marchande, du point de vue de la comptabilité nationale, par exemple, elles sont considérées comme de l'inégalité et de l'improductivité. Donc ça, c'est une inégalité qui est tout à fait fondamentale parce que des personnes qui sont créatrices de valeur au sens où ils sont capables de prendre en charge leur propre vie, de créer de la valeur au sens originel du mot valeur. Valeur, ça veut dire de la force de vie. Soit de la force de vie physique, c'est pour ça qu'on va parler d'un corps valide, soit de la force de vie psychique, c'est pour ça qu'on va parler d'être valeureux, par exemple. Et la question fondamentale de la création de valeur ou de la création de valeur ajoutée, c'est comment on crée de la force de vie. Et inversement, la destruction de valeur, c'est partout où il y a destruction de la force de vie, que cette force de vie soit naturelle du côté des écosystèmes ou qu'elle soit humaine. Quand des organisations polluent leurs nappes phréatiques et leurs écosystèmes, c'est la destruction de valeur. Quand le taux de suicide dans une entreprise liée à de la souffrance au travail est trop important, c'est de la destruction de valeur. Eh bien, nous ne pouvons repérer cette inégalité-là et créer des conditions telles que tout être humain, toute organisation créatrice de valeur au sens de force de vie soit reconnue et pas simplement une petite partie des acteurs dont on va dire qu'ils sont créateurs de valeur sous prétexte que c'était une valeur qui va prendre une forme monétaire, ça nous ne pouvons réussir les potentialités créatrices et les capacités que si nous reconnaissons que la création de valeur peut prendre bien d'autres formes que la forme de production de valeur au sens marchand du terme. Il te revient l'honneur de conclure, mon cher. J'en suis très honoré. Le sentiment que j'ai après ce que vous avoir entendu, c'est alors évidemment l'idée d'une complexification, mais vraiment absolue. C'est-à-dire qu'il nous faut 10, 100, 1000 fois plus de réflexion pour justement ce qui allait de soi, ce qui ne fait pas l'objet d'une réflexion, fasse l'objet d'une réflexion. Et alors la mise en valeur, parce qu'on peut dire, comme je disais tout à l'heure, il y a de l'argent qui est en fait du gratuit, du symbole, du sacré, et il y a aussi du gratuit qui est de l'argent. C'est vrai que par exemple, le fait que les grands-parents puissent aller chercher les enfants à l'école, c'est du gratuit, mais c'est du marchand. Et notamment Viviana Zelizer, pour la citer encore une fois, elle a raconté comment, au moment de la chute des tours des Twin Towers aux États-Unis, comment les indemnisations se sont faites. Comment on a payé? Alors les entreprises d'assurance qui étaient là. Elle dit, ah oui, j'ai perdu mon beau-frère, je l'aimais beaucoup, sa vie n'avait aucun prix. Bien sûr, je l'aimais beaucoup. Bon, mais l'assureur dit combien ça coûte. Ah ben, il me rendait service parce qu'il venait tondre la pelouse le week-end. Ok, $500. Puis il venait bricoler à la maison. Ok, $1000, etc., etc. Et on calculait les indemnisations. Donc la vie humaine n'a aucun prix, mais en même temps, on peut la calculer. Et donc, vous voyez, on rentre dans une logique qui est évidemment beaucoup plus éclairée, beaucoup plus lucide,
des externalités positives ou négatives, comme on dit, c'est-à-dire des effets induits, mais en même temps qui n'a pas de fin. C'est ça la question, c'est qu'il nous faut une espèce de lucidité sur l'ensemble de la société, sur l'ensemble du climat, sur l'ensemble de la nature, qui est une vision quasiment prométhéenne. J'aimerais vous entendre là-dessus. Franchement, c'est plus une vision que j'appellerais de qualité démocratique. Parce qu'effectivement, ceci oblige à ce que la délibération, le discernement sur ce qui fait valeur, moi je me suis aussi occupé d'évaluation de politique publique, donc la question de l'évaluation de la richesse comme de l'évaluation des politiques publiques, elle est centrée sur la délibération sur ce qui fait valeur. Mais est-ce que ça ne va pas faire une bureaucratie de la comptabilité? Non. Voilà. Ça ne fait une bureaucratie que si vous voulez à tout prix rentrer dans la quantification de la valeur. Ça crée des conflits en même temps. Que, mais vous prenez un... Voilà, mais je vais être obligé d'interrompre. Mais si je peux me permettre, il y a un retour à l'origine de la comptabilité qui peut nous aider. Il suffit de se poser la question, que veut dire le mot bénéfice? Le mot bénéfice, ça ne veut pas dire profit financier. Bénéfice, ça veut dire bienfait. Et ça s'oppose à maléfice. Pourquoi? Parce que ça nous vient de la comptabilité du salut, à l'époque de l'économie du salut, c'est-à-dire où la grande question, c'était de savoir comment on évitait la damnation éternelle. Et en s'arrêtant à l'heure ici. Hein, oui, non mais si j'applique ces principes qui nous viennent de très loin, à toutes les questions qu'on appelle aujourd'hui de type développement durable, soutenable, responsabilité sociale, etc., c'est la même question, c'est-à-dire nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas faire le discernement sur la question de la nature des activités. Sont-elles bénéfiques? Sont-elles nuisibles? Et évidemment, je vous rejoins, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels il y aura des éléments de doute et de contradiction. Ce qui sera considéré comme bienfait par les uns sera considéré comme méfait par les autres. Et c'est là que le maximum d'intelligence démocratique, d'évaluation, de discernement, de construction de désaccords va devoir être fait. Mais ce discernement-là, il utilise des éléments quantitatifs comme outil, mais comme outil au service de la qualification. Le processus démocratique est un processus de qualification. Si nous étions dans une société où tout était chiffrable et quantifiable, il n'y aurait pas besoin de démocratie. C'est ce que Vincent de Goldjacq appelle la dérive quantophénique de nos sociétés menacées par la gestion. Si on prend le problème d'une quantification au service de la qualification, eh bien, il y a quantité de situations où on va pouvoir dire là c'est bénéfique, là c'est nuisible, là ça fait doute ou débat, et il n'y a pas besoin d'une bureaucratie énorme pour repérer ça, on a besoin de processus de qualité démocratique. La délibération, c'est quand même pas non plus, ça se fait pas non plus en claquant dans ses doigts. Mais ça prend du temps, ça prend de la mobilisation de l'intelligence. Hein. Pierre-Henri, tu as exactement 3 minutes 30. Bon, peut-être le point, parce que je trouve que la discussion a bien avancé. On a bien pu justement détruire les désaccords et arriver à des positions. Je pense qu'il y a une question qu'on n'a pas totalement réglée, et ça on peut une seule. C'est modeste. Peut-être la discussion avec la salle peut permettre de l'apporter, c'est la question de l'envie. Parce qu'il y a deux thèses possibles sur la situation, en disant voilà, aujourd'hui que les gens se voient comme plus égaux, c'est la thèse de Tocqueville, eh bien l'envie ne peut qu'augmenter. C'est-à-dire plus on est égaux, plus on est envieux. Première thèse possible. Et puis il y a une autre thèse, c'est ça qui, moi, me satisfait davantage. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que l'envie, malgré tout, dans nos sociétés démocratiques aujourd'hui, a fait infiniment moins de dégâts que dans les sociétés du passé. Eh oui, c'est là peut-être un point de désaccord avec toi. L'envie qui massacre. L'envie qui massacre au Rwanda, par exemple, parce qu'on profite d'un débat ethnique, c'était ce que disait Michel Fouché dans un autre débat, pour aller piquer le bananier du voisin. Là, il y a des dégâts. L'envie institutionnalisée qui existe dans les sociétés traditionnelles, qui sont décrites par les ethnologues, ça, c'est de l'envie qui est durcie, qui est dure. Aujourd'hui, bon, effectivement, on va dire, mais c'est presque un réflexe, bon, les riches, etc., c'est pas bien. Mais est-ce que ça produit des effets sociaux au-delà du débat public qui sont si graves que ça? J'en doute un peu. Même la consommation, c'est la thèse de Gilles Lipovetsky, par exemple, qui dit que la consommation aujourd'hui n'est pas du tout envieuse. Ça marche plus de dire on a une plus
belle voiture, plus grosse voiture que les autres. Ça marche plus. Les publicitaires ne peuvent plus vendre des bagnoles comme ça. Ça ne fonctionne plus. C'est une forme de presse qui fonctionne que là-dessus en même temps. Oui, mais est-ce Sur que c'est... l'exhibition d'un type de mode de vie, d'un type de mode de Est-ce que c'est de l'ordre consommation. du discours? La publicité fonctionne Mais là-dessus. non, justement, la publicité ne fonctionne plus comme ça. Elle fonctionne plus à l'envi. C'est la thèse de Veblen sur la publicité ostentatoire, c'est dépassé. Ça marche plus. Les publicitaires s'arrachent les cheveux. Ils sont tous chauves. Ça ne marche plus. Vous pouvez pas vendre un produit en disant que c'est mieux que le voisin. Voilà. Bon. Mais, eh bien, je déclare cette table ronde terminée avec 1 minute 20 d'avance sur l'horaire, cher François. Et donc, nous avons presque gagné notre salut éternel avant. Merci beaucoup. Merci à tous, à part sa blague à part. Ah, mais je croyais qu'il fallait faire un arrêt pour ça. Ça, c'est le direct. Maintenant, il y a les questions-réponses. Et ce qui n'a pas pu être dit là, vous avez... Merci François, j'ai compris, mais je croyais qu'il fallait faire un arrêt pour ton direct. Ça y est, voilà, c'est que ça. Ah bon, d'accord. Voilà, c'est bon. Voilà.